That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait cinéma, à un moment ou à un autre dans ce film? Parce que j'ai cette impression aussi que l'objet filmique en lui-même fait en sorte que à aucun moment, je pense, Alice Diop, et ça on va parler après aussi de sa présence, enfin de sa fameuse présence, même si on ne la voit pas, mais qu'on l'entend, mais moi je sens son corps, je sens son regard. Qu'est-ce qui fait que ça fait cinéma dans le sens où qu'est-ce qui fait que elle arrive à éviter les pièges de la victimisation, même si on l'entend, mais aussi elle arrive à jouer énormément avec le son. Par exemple, vers la fin du film, où l'on voit Steve se préparer pour jouer le rôle de Morgan Freeman dans Miss Daisy et son chauffeur, on entend, si je ne me trompe pas, en arrière-plan, le son d'une autre scène qui est en train de se jouer, qui est celle de Danton. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très beau et très fort. C'est une forme de dialectique en même temps. Il y a deux images qui se superposent. Il y en a une que l'on entend, qu'on imagine et on l'entend, parce qu'on commence par un plan de cet acteur qui va jouer Danton, et puis ensuite on l'entend. Et puis il y a lui qui se prépare à jouer un autre rôle. Je trouve ça très très beau. Je trouve que c'est ça la force aussi du film. Oui, moi aussi d'ailleurs, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué au premier visionnage, c'est que elle joue sur cette espèce de décalage et sur, disons, plusieurs niveaux qui coexistent au sein du film, comme ils coexistent au sein de Steve Chencher, qu'il exprime lui-même. Il y a une espèce de dissension, de tension au sein du personnage. Et c'est d'ailleurs exprimé dès le premier plan, qui est lui devant un miroir, qui essaye de répéter sa diction. Et dès ce plan, en fait, comme tu dis, déjà, il y a une sorte de dialectique, puisque à première vue, le plan nous montre que Steve Chencher est comme déjà aliéné, donc il est lui-même et disons, prisonnier d'autre chose devant le miroir. Mais en même temps, il essaye de s'inculquer une espèce de langue qui n'est pas la sienne. Et comme on peut le voir pendant tout le film, justement, il y a une espèce de jeu sur les niveaux de langage, etc. Et comme tu le dis, ça se joue aussi à ce niveau de... Les sons sont décalés, ou il y a des sons qui ne sont pas dans le moment présent, même si le documentaire a une espèce de facture naturaliste. En réalité, il est très travaillé à ce niveau. Et même, par exemple, il y a une scène aussi au début où il est isolé dans un bar, et on nous le filme tout seul, alors on l'entend parler avec des gens déjà. Et tout le film est un peu comme ça, entre deux niveaux, et même trois niveaux, je dirais, de décalage ou de transfert de ce que serait Steve Chencher pour lui-même, pour les autres, et dans le cinéma ou le théâtre. Est-ce que cette configuration-là, est-ce que là on va parler peut-être un peu plus généralement, est-ce que c'est une configuration qu'elle a développée beaucoup plus dans les films qui sont arrivés après? Je pense vers la tendresse, à nous, mais aussi peut-être dans cette première œuvre, comme disent les Césars, qui est Saint-Omer. Est-ce qu'il y a Non, mais c'est quand même ridicule. Je veux dire, il y a un moment, il faut... Bon, bref, allez, on referme la parole. C'est ce qui prouve que le documentaire, hein, comme les films d'animation, c'est pas gagné. Hein. Et oui, c'est ça. Même peut-être paradoxalement, peut-être que tu vas me contredire, même dans Saint-Omer, il y a de cela aussi. Même si Saint-Omer, dans la composition des plans, c'est peut-être différent, mais il y a quelque chose de cette face cachée de l'iceberg qu'on retrouve très souvent et que tu évoques peut-être un peu dans la manière qu'elle a travaillé le son. Donc, est-ce que ça, elle l'a développé beaucoup plus dans les films qu'elle a fait juste après, mais aussi Saint-Omer? Et une autre question qui est très générale pour le coup, comment elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le cinéma français depuis 20 ans, dans sa manière de regarder? Oui, concernant ta première question, oui, je pense vraiment que Saint-Omer est un espèce d'aboutissement de ce qu'elle explore, surtout depuis la mort de Danton, en fait, ou depuis les Sénégalaises à Sénégaloises, parce que justement,
il y a ce truc qui était un peu en germe dans son premier documentaire qui s'appelle Le Tour du Monde, où elle filme sa cité, la Rose des Vents, à travers différents portraits, mais qui est justement que il y a les gens tels qu'ils existent, leur corps, la matière, etc. Et il y a l'image qu'on a d'eux. Et justement, Saint-Omer et justement la mort de Danton fait déjà cette espèce de geste d'aller explorer autant Steve Shenche dans la matière de son corps, par exemple, il dépasse toujours du cadre, etc. Mais en même temps d'explorer son image à travers la mise en abîme avec le théâtre, mais juste ce que lui, il pense être. Et en fait, il y a aussi ce jeu dans Saint-Omer qui est beaucoup plus explicite et aussi beaucoup plus intellectuel, avec plusieurs régimes d'images, un affrontement de miroirs entre femmes jugées, il y a une espèce d'avatar de Alice Diop, qui est la journaliste, etc. Et elle a justement complexifié ce truc qui est déjà en germe dans La mort de Danton, et dont La mort de Danton est un peu le basculement qui nous montre qu'elle est dans cette logique. Et même Vers la tendresse aussi, ou des films comme ça, sont déjà dans un rapport beaucoup plus éloigné de la matière qu'elle avait dans ses premiers films, et vont dans un truc plus symbolique, d'imaginaire et des choses comme ça qu'elle tente d'explorer, parce que justement, ce qu'elle remarque dans ses premiers documentaires, et surtout dans un que j'aime bien, qui est Clichy pour l'exemple, qui est que le problème, par exemple, avec les banlieues, dans Clichy pour l'exemple, c'est qu'elle montre que ça ne vient pas des jeunes ou des gens en soi, ça vient d'une espèce de construction médiatique, symbolique qu'on a des jeunes de la banlieue, qui est un plus gros frein que le corps même, ou le parler des jeunes de la banlieue, puisqu'il il est comme un filtre que les gens ont pour les regarder, en fait. Et c'est cette espèce de truc retors qu'elle tente d'explorer à partir de La mort de Danton. Mais il y a aussi, tu parles de construction symbolique, médiatique, mais elle arrive aussi après une période qui a vu naître beaucoup de films sur cette géographie qui s'appelle la banlieue. Je pense à La Haine, je pense à Ma cité va craquer, je pense, mais aussi à Hexagone, je pense. Et il y avait d'autres premiers films dans les années 80. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça aussi, il y a aussi un dialogue avec ces films-là. Oui. Bon, d'abord, je reviens sur ta question de sa place, comme ça je réponds aussi à celle-là. J'en pose pas mal quand même. Oui, parce que justement, comme on voit, elle a commencé vers 2006-2005, quelque chose comme ça. Et c'est en concordance avec les émeutes dans les banlieues, la mort de Ziad Bouna, etc. Et tout ce regard militant qui a été porté par la banlieue à ce moment, par une nouvelle génération de cinéastes, dont elle fait partie. Mais par exemple, Lajli aussi s'inscrit dans le même mouvement, outre d'autres gens de Kourtrajmé, mais avec une vision beaucoup plus spectaculaire qu'elle tente de... Enfin, elle tente de s'inscrire justement au contre-courant de la vision qu'eux ont du cinéma. Et bon, on pourrait dire que c'est un peu complémentaire, les deux visions, comme par exemple, tu dis Ma cité va craquer, ou des gens comme Richer ou d'autres choses qui ont une vision très américaine, spectaculaire du cinéma, que Alice Diop n'a... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas vraiment, c'est qu'elle s'inscrit dans d'autres choses, et que par exemple... on le voit dans Saint-Omer, il y a des citations, etc. Mais même son geste documentaire est beaucoup plus proche de comment se présente le réel que le traitement spectaculaire qu'essayent d'en faire les autres réalisateurs, qui essayent à chaque fois de passer par le genre pour montrer comment se manifeste le réel. Alors, elle viendrait d'où, Alice Diop, par rapport à... Parce que tu as parfaitement raison lorsque tu cites comme ça l'influence américaine. Je pense notamment à Spike Lee, par exemple, ou Menace to Society, ou Buzz and the Hood, etc. Mais elle viendrait de quel courant cinématographique, selon toi? Elle s'inscrit plutôt dans les documentaires, j'aurais dit,
type Chris Marker, Jean Rochon. Même si c'est pas vraiment du cinéma vérité comme eux l'auraient fait, puisque justement, comme on voit dans La mort de Danton, elle utilise plein d'artifices de cinéma, de décaler des sons, etc., etc. Mais elle est plus dans cette approche documentaire d'essayer de rendre compte de quelque chose qui est vraiment, au lieu d'essayer de construire quelque chose qui paraîtrait être du cinéma comme le ferait Lajli, etc. Ou même d'essayer de plier sa mise en scène à une narration ou au diktat que l'on dirait du scénario, par exemple. Ce qui est très beau, c'est que le premier plan du film, La mort de Danton, et le dernier, on sent qu'il y a eu un parcours immense. Le dernier est un plan simple, très simple d'ailleurs, où il nous regarde, donc il regarde en même temps la réalisatrice, alors que le premier plan, il se regarde faire les choses. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Alors je ne sais pas si c'est circulaire, mais il y a une espèce d'avancée, parce que même dans la manière, dans la composition du cadre, elle est complètement différente à la fin. Il y a une idée comme ça de lui rendre justice, et donc de dire ce qu'il a à dire. Et je trouve ça très très beau. Et entre les deux, il y a elle aussi. Parce qu'on le voit, lui, on l'entend, mais elle, on l'entend elle aussi, même qui parfois lui rentre dedans d'ailleurs. Et d'ailleurs ça, je crois qu'il faut en parler aussi, on en parlera aussi après. Mais c'est là où je veux en venir, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que lui, non pas devient acteur, mais en tout cas, il comprend ce que c'est. Et elle, son cinéma aussi évolue peut-être. Et j'ai trouvé ça très très beau, cette manière comme ça, qu'ils avancent tous les deux. Oui, c'est vrai, il y a de ça dans le film. Et comme je pense c'est un film charnière de basculement dans sa carrière, donc effectivement, il y a l'idée que le film raconte elle-même qu'elle semble, disons, trouver ce qu'elle... Enfin, sa voix à travers le documentaire, ou disons la singularité qu'elle représenterait en tant qu'artiste dans le cinéma français à travers le film. Mais effectivement, même pour Steve Chencher, il y a ce truc que plus le film avance et plus il se libère, et la mise en scène de Alice Diop aussi. Et il y a un plan assez beau, par exemple, à un moment où, vers la fin, quand il avoue à son ami qu'il fait du théâtre, etc., et qu'elle change, elle change de plan et elle le filme presque un peu en contre-plongée, et on voit derrière lui des plantes et le ciel. Et il devient presque hors de focus. Il est plus il est plus clair dans la caméra, comme si même lui s'échappait du cadre que Alice Diop lui imposait. Et il y a cette espèce d'idée que les deux, autant Alice Diop que Steve Chencher, s'émancipent à travers le film petit à petit, etc. Et même cette vision à la fin que tu dis où il récite Danton, etc. Il y a cette idée que ils ont un peu fait le tour, et effectivement, au début, ils se regardent, à la fin, il la regarde, c'est-à-dire il regarde vers la caméra, mais en même temps, il la regarde aussi, et elle le regarde vraiment. Donc il y a ce truc qu'effectivement, on a un peu arrivé au bout d'un cycle, autant pour elle que pour lui à la fin du film. Alors, une question un peu provocatrice. Est-ce que, avec ce que tu as vu d'Alice Diop, ses précédents films, enfin les films qu'elle a fait juste avant celui-ci, mais les autres qui sont arrivés après, en revoyant le film, est-ce que il y a quand même des moments où tu te dis, tiens, là, pour le coup, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'aurait peut-être pas fait ça comme ça. Peut-être il y a des moments un peu plus... Je dis ça, par exemple, tu vois, la séquence où il va dévoiler la vérité auprès de ses potes, tu viens de nous dire qu'il y avait comme ça des moments très beaux, mais en même temps, j'ai cette impression, en le revoyant, que peut-être c'est l'une des rares fois dans ce film où on n'est pas surpris de cette séquence-là, comme si on sentait qu'elle allait arriver, alors que le film fait tout pour nous déstabiliser. Et j'ai ça, voilà. Est-ce que pour toi, ce film, il y a quand même cache parfois il y a quand même des moments où tu dis, tiens, maintenant, peut-être que Alice Diop n'aurait peut-être pas filmé de cette manière, ou alors peut-être que là, elle était peut-être obligée de faire ça comme ça.
Oui, pour cette scène de révélation, oui, il y a un peu de ça parce qu'en plus, comme tu le dis, elle est très présente dans le documentaire et que justement, on voit en filigrane, enfin même assez explicitement, que cette révélation est son idée, puisque en fait, il y a une scène auparavant où Steve Chance est un peu déprimé, etc., etc., et Alice Diop lui dit qu'il devrait dire à ses amis qu'il n'est pas obligé d'être un cow-boy solitaire, etc. Et donc, il y a un peu un truc programmatique dont elle-même, en tant que metteuse en scène, euh, a prévu qu'il devait y avoir cette scène. Et qu'effectivement, peut-être que aujourd'hui elle se contenterait peut-être de la scène où elle lui dit et de nous faire voir en ellipse que après ses amis sont là, etc. ou des choses comme ça. Et qu'effectivement, il y a, disons, il y a, aujourd'hui, elle se refuse un peu ces espèces de passages obligés. Mais pour le coup, dans ce film, c'est elle qui l'initie, donc elle se tient à son propre programme, à sa propre idée. Et ça montre que justement, sa démarche est un peu complexe parce que elle, elle a une grande place dans le documentaire. Elle a même presque autant de place que ce qu'elle filme dans ses documentaires. Et c'était déjà le cas dans ses premiers documentaires. Alors, je vais poser une dernière question et ensuite on parlera avec vous, bien évidemment. Il y a un moment, il est convoqué, Stitian Che, par ses deux profs. Ils font le point. Et son prof lui dit quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je l'avais vu, qui continue encore de me marquer. C'est quand il lui dit, il lui demande ne restez pas en marge, ne restez pas sur la marge. Alors, bien évidemment, si on s'intéresse sociologiquement à cette phrase, on a envie de lui dire à ce prof, mais c'est ça le problème, c'est que ça fait des décennies qu'il y a comme ça une partie de la population qui a été mise en marge. Et puis, si on pense cinématographiquement, genre citation, on pense à Godard, la fameuse phrase de la marge, qu'il préfère être en marge parce que ça tient le papier. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là et qui, en plus de cela, le plan, elle cut à la fin de cette phrase. Donc, c'est pas anodin. Oui, c'est vrai. Il y a cette, enfin, cette scène déjà est assez étrange et un peu ironique de la part de Alice Diop. Enfin, la Alice Diop de maintenant, je pense. Il est convoqué par la conseillère d'éducation. Oui, oui. Ouais, il est pas... Mais justement, je pense que la Alice Diop de maintenant nous le ferait plus remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène, alors que, bon, là, elle nous laisse un peu. Mais disons que tout ce qu'on a déjà vu avant joue déjà contre cette scène, enfin contre le rôle du prof qu'il y a dans cette scène, puisque nous, on voit depuis le début que Steve Chance essaye de s'intégrer et que même elle filme, justement, elle prend le temps de filmer que, par exemple, il fait la bise et connaît les noms de tout le monde, en fait, au cours Simon, etc. Donc, ce n'est pas lui le problème. Et même lui le dit, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, elle-même nous le montre que en fait, il tente d'être avec eux, il est avec eux, et malgré tout, ce n'est pas suffisant. Et que le prof même vient lui faire remarquer ça, alors que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vient de voir juste avant. Et il y a cette espèce de truc un peu violent que justement représente ce professeur. Et que Alice Diop joue un peu sur ça dans la dernière partie du film, où justement, il lui donne des ordres à Steve Chachet, il lui dit oui, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Même avec un espèce de jeu méta où il lui dit quoi faire, en même temps il le traite pour le truc de sale nègre, mais par le fait de son prof, etc. Et après la scène qu'on vient de voir, il y a un espèce de jeu bizarre à différents niveaux, de transfert, de mélange, de mise en abîme, qui est assez fascinant et que justement, je pense aujourd'hui, par exemple, elle aurait plus joué sur ça que juste de le laisser couler. Mais déjà, le fait qu'elle l'ait fait à cette époque, c'est déjà assez fascinant, c'est déjà assez fort. Est-ce que vous auriez question ou alors peut-être contredire ce que nous sommes dit ou une sensation en tout cas, j'ai le micro. N'hésitez pas, on est là, on converse tranquillement.
Non, je trouve que vraiment la conversation était passionnante. Alors moi j'aurais une remarque question et une question. Peut-être poser la question en premier. Comment la cinéaste et le comédien sont entrés en contact? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rencontrés et que ça a amené ce film et tout ce dispositif? Est-ce que tu sais? Ça, je ne sais pas vraiment, mais je sais que Alice Diop fait partie d'un atelier dont j'ai oublié le nom, qui la met en contact avec différentes personnes dans le théâtre ou dans le documentaire qui sont issues de la banlieue et plus particulièrement du 9-3 d'où elle vient et de la cité des 3000 et des environs de Clichy, Aulnay-sous-Bois, etc. Et je pense que c'est par là, mais je ne suis pas sûr. Alors moi, il m'avait dit qu'en fait, Alice Diop est son aîné. Et donc, je crois, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il connaît Alice Diop via sa sœur qui connaît Alice. Voilà. Donc, ils se connaissent depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a aussi cela. Et je crois qu'ils viennent aussi du même endroit. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Dans la suite logique. Il y a eu ce moment où on a parlé, enfin vous avez parlé rapidement de régime d'image et de de cet aspect cyclique, de cette structure cyclique du film. Et moi je trouve que là-dessus il y a quand même quelque chose d'assez passionnant parce qu'on a l'impression que c'est un film de prison. Le personnage est prisonnier dès le premier plan, il est prisonnier de son image, et puis il est prisonnier de son image par rapport à tout le monde, et même la manière dont il est filmé. Et puis quand on découvre tous ces cadres de vie, on a ces scènes qui sont très particulières, on le suit dans des longs couloirs pour descendre comme dans des geôles pour aller en cours de théâtre. Moi j'avais vraiment rien lu sur le film, et quand on arrive à ces scènes-là, je me demandais vraiment où on allait. Parce que je savais vraiment pas si on allait voir le comédien. Enfin, je savais même pas de quoi on allait parler finalement. Et c'est vrai qu'on est assez étonné de voir que le film continue, j'ai l'impression, de développer ça, de développer cette esthétique de la prison, ces longs couloirs et cet emprisonnement dans les différents régimes d'image. Encore plus que... Enfin, je me suis posé la question en vous entendant, mais on a presque l'impression qu'il est aussi prisonnier de la cinéaste. Enfin, comment dire, c'est pas elle qui l'emprisonne, mais lui qui se sent oppressé un petit peu. Et c'est ce qui est génial avec la toute fin du film, parce que pendant tout le film, quand elle lui parle, on a l'impression qu'il évite la caméra du regard, que ce soit évidemment quand elle le suit, mais aussi quand elle lui parle dans ce dispositif d'interview. Dispositif en plus qui, moi, m'a fait penser un peu, vu que c'est une réalisatrice et un comédien, à des essais. Un peu comme ce qu'on pouvait voir, par exemple, dans Le Dahlia Noir de Brian De Palma ou pour Le Psy chez Michael Powell. Et c'est vrai que on a l'impression qu'à la fin, il y a vraiment cette libération où il y a une esthétique un peu de l'épure. Et vraiment, on se détache de tous les régimes d'image pour les faire face, pour les briser d'une façon un peu iconoclaste. Où je vais regarder la caméra, je vais passer de l'autre côté du miroir. Et je trouve que ouais, il y a quand même quelque chose vraiment de l'ordre de la libération totale, que ce soit une libération de l'image de son emprise, mais aussi physique, spatiale, parce qu'on est souvent dans des lieux clos, et à la fin on se retrouve dans un décor très naturaliste. Ça pourrait faire penser, on parlait de Morgan Freeman, c'est à propos, dans Les Évadés, quand on est toujours dans des décors très institutionnels, très fermés, peu importe là où on est. Et à la fin, il y a Morgan Freeman qui se retrouve en extérieur, dans un lieu bucolique et rural. Oui. Concernant le caractère un peu carcéral de la mise en scène, il y a vraiment de ça. Et même, surtout dans, disons, les 20-30 premières minutes, elle insiste beaucoup à l'isoler ou à mettre deux personnes, à filmer avec deux personnes autour de lui ou des choses. Ou à souvent mettre un élément au premier plan et lui au deuxième plan, qui fait qu'il est toujours emprisonné quelque part. Et surtout, elle a cette espèce de truc récurrent de
faire qu'il a il regarde l'horizon, mais il y a toujours des fenêtres ou des choses comme ça. Et souvent, oui, 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 il est souvent Morcade. Et même, il y a ce truc de jouer avec le regard d'horizon, comme si effectivement il était prisonnier. Il regarde toujours par la fenêtre, des choses comme ça. Et il y a cette idée un peu bizarre que justement, tu as bien souligné, quand il commence à se libérer, par exemple, elle ne le filme plus lui. Il y a une espèce de plan depuis le train, le RER qui est bizarre, où elle filme des fenêtres, etc. Et c'est comme si il était parti maintenant dans son propre monde, etc. Et toute cette esthétique, et comme avec le plan que j'ai déjà cité plus loin, avec le fait qu'elle recadre juste pour qu'il soit dans le ciel et les plantes, etc. Tout ça jusqu'au bout mène à cette espèce de truc d'émancipation qui se joue en filigrane dans le film. Mais également d'elle-même, comme tu dis. Parce que justement, on n'a pas trop insisté exemple, mais elle est très présente dans ce documentaire et surtout dans celui-là. Merci pour le film. Moi, j'avais une question sur Alice Diop, enfin sur son cinéma, parce que j'ai vu que donc La mort de Danton et Saint-Omer pour l'instant, et c'est deux films où j'ai été assez intéressé par la façon dont elle utilise l'intertextualité, c'est-à-dire qu'elle mobilise un texte d'un régime différent de signification, un texte préexistant au film, pour figurer la façon dont on se raconte des histoires ou dont on se fait une image de certaines personnes. Et dans Saint-Omer, j'avais notamment beaucoup aimé l'aspect très épuré et brut de citer toute une séquence du Médée de Pasolini. Et je me demandais si c'était quelque chose qu'elle faisait dans ses autres films, ou si c'était quelque chose de systématique, ou si j'ai juste vu les deux films où il y a beaucoup d'intertextualité. D'accord, le mot ne me passera pas, mais bref. Oui, enfin, il y a ce truc qu'elle a évolué vers ça. Et comme on disait avec sa mère, c'est que justement, elle s'est mise à sophistiquer ou à complexifier sa mise en scène à partir de La mort de Danton. Mais le truc des intertextualités est un truc qui la travaille parce que justement, elle vient... bon, je vais pas dire, mais contrairement par exemple à des gens comme Lajli ou les gens de Courtage, elle vient de l'université, c'est-à-dire qu'elle a cette espèce de bagage qu'elle revendique en plus en tant que française, etc. Et elle n'hésite pas souvent à faire appel à des films ou des textes ou des choses comme ça. Mais même dès son premier film, qui est Le Tour du Monde, qu'elle a fait en 2005 ou en 2006, où elle filme les différents habitants de son bâtiment pour montrer les différentes cultures qui existent au sein d'un même bâtiment à la Rose des Vents ou la Cité des 3000. Le film se termine sur parce que justement, je crois que sa voisine d'en haut est turque, et le film se termine sur Autant n'emporte le vent, mais en doublage turc parce que sa voisine le regarde, et c'est la fin de son premier film, Le Tour du Monde. Bonjour. Alors déjà, merci pour la projection, parce que c'est le genre de film, je pense que j'aurais jamais vu si j'étais pas venu, en fait, tout simplement. Donc merci pour ça. Et en fait, j'avais exactement les mêmes questions sur les mêmes scènes que monsieur, c'est-à-dire en fait la scène de début, en fait, quand il rentre dans le théâtre, qui descend dans les escaliers où tout est fermé et tout. En fait, moi, j'ai eu l'impression d'avoir les codes littéralement d'un film d'horreur en fan footage, en fait, où on change, on a une pièce avec un gars qui parle tout seul comme ça à tête baissée, puis on change, on a d'autres personnes. Enfin, c'est quand même assez bizarre comme entrée en matière, c'est vrai. Et moi, c'était sur la fin que j'avais une question. En fait, cette fin, finalement, du coup, on a Steven qui est dans un cadre qui est à l'extérieur, qui récite son texte, qui a l'air assez libre et tout, mais finalement, le texte, c'est un texte sur la libération de l'esclavage, etc. Et c'est en fait en paradoxe total avec son histoire qui, lui, est enchaîné à sa condition de noir, à ses rôles de noir qu'il doit répéter. Et à la fin, il sort ce texte qui semble, qu'on l'écoute, très libérateur. Et en fait, mais lui, ça ne le libère pas du tout, parce qu'au final, c'est toujours le rôle d'un noir qui se bat pour la cause des noirs et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça assez paradoxal, en fait. Du coup, j'ai pas trop compris cette fin.
finalement, parce que oui, il y a tout ce cadre libérateur et tout, mais au final, il fait que répéter le texte d'un comédien dans son rôle de prédilection, quoi, qu'on lui a collé à la peau. Oui, mais en fait, il y a ce truc paradoxal dans tout le cinéma de Alice Diop, et même on peut le voir dans Saint-Omer, c'est que, disons que Alice Diop souscrit à l'idéal français républicain, et que justement, le but n'est pas une espèce de révolution. Enfin, c'est pas l'émancipation, disons, marxiste ou anarchiste où on se libérait de tout, mais c'est juste d'appartenir au pays duquel on est, c'est-à-dire la France. Et ça, c'est qu'elle le montre depuis ses premiers films, c'est que le problème pour les personnes qu'elle filme, c'est pas que justement ils aimeraient se libérer d'absolument tout, c'est ils aimeraient juste être au même niveau que les Français de base, et que donc la culture française, quand elle fait ses personnages se l'accaparer, ou disons comme on le disait avec les intersexualités tout à l'heure, une culture plus institutionnelle, etc. C'est quelque chose qu'elle revendique, c'est-à-dire, et que même ces personnages acceptent pour montrer qu'ils sont au même niveau dans la société française. Et donc, au final, même si tu es français quand même, tu restes enchaîné par d'autres forces qui pèsent sur toi. Donc, c'est juste que les gens qu'elle filme, les marginaux, sont en plus considérés comme, on pourrait dire, entre guillemets, des sous-français. Et c'est d'abord ça leur combat, d'être vus comme français, puis après, autre chose. Alors, je vais vous faire part d'une réflexion. Ensuite, j'aurai une question. Déjà, je vous remercie, effectivement, parce que moi-même, je n'aurais pas découvert ce film si vous ne l'aviez pas projeté. Je ne connais pas du tout le cinéma d'Alice Diop. J'ai loupé Saint-Omer, je vais le voir bientôt. Et je vous remercie, je remercie tous les intervenants ce soir parce qu'ils m'ont donné un autre éclairage sur. Je trouve qu'effectivement le cinéma documentaire est un vrai cinéma en soi, et je n'avais pas vu toutes ces petites particularités que tout ce que vous avez énoncé qui sont en fait de la mise en scène. Ensuite, ma question, c'est le projet d'Alice Diop, parce qu'on voit ce personnage qui commence en disant « je veux tout casser, je veux aller à Hollywood, je veux aller… » Ce que je trouve super en soi, mais vraiment, c'est une scène que j'ai trouvé… l'expression de ça, j'ai trouvé ça super, qu'un type venant de banlieue ait ces rêves-là, j'ai trouvé ça super. Mais le projet d'Alice Diop, c'est-à-dire qu'elle se dit, si vous le savez, elle se dit « je vais suivre… » quelqu'un qui sort de la banlieue, qui veut faire du théâtre, parce qu'on le voit vraiment évoluer. Il y a une réelle évolution entre le début et la fin. On voit même, au travers de scènes qu'il joue, il y a une évolution entre le début de la scène et quand on le reprend, il fait évoluer ses personnages et il évolue lui-même. Donc il parle de ce mal-être et de ce manque de confiance en lui. Mais Alice Diop, je me doute qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait changer comme ça au cours, parce qu'a priori, comme ça dure sur un an, on a la fin de la seconde année au début du film et la fin de la troisième année à la fin du film. Mais le projet, en fait, elle s'est dit, je vais filmer un acteur et je vais voir ce qu'il en sort. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Enfin, qu'est-ce qu'elle voulait capter? Voilà ma question. Ce que je sais du dispositif de Alice Diop, c'est qu'elle s'intéresse souvent à des paroles réelles qu'elle peut transmuter en sujet de cinéma. Et que, par exemple, pour après rebondir sur La mort de Danton, elle a fait un film juste après celui-ci, en 2016, qui est Vers la tendresse, où elle discutait avec des jeunes de banlieue, 4 garçons différents. Et elle a vu qu'à force de discuter avec eux, leur rapport à l'amour était différent. Et à partir de là, lui est venu un sujet de film, etc. Et je pense que c'est la même chose avec Steve Chuncho, c'est que lui, en tant que personne, est déjà un sujet de cinéma, comme le montre les hommes dès le début. C'est-à-dire il suffit de mettre la caméra sur lui et il se passe des choses, en fait. Donc je pense qu'il y a de ça. Mais il y a aussi cette idée qu'elle poursuit dans le film de mettre en abîme sur l'image qu'il a en tant que noir et qu'on a dans l'art, etc. Plus particulièrement dans le cinéma ou dans le théâtre des Noirs. Et que c'est surtout ça son projet, en fait, à elle en tant que cinéaste. Puisque
elle le cache pas, elle est assez engagée depuis le début dans ce documentaire sur de mettre en avant la place des marginaux, des gens de banlieue, etc., au sein de son cinéma pour les réintégrer dans, disons, une image commune de la France. Et c'est ce qu'elle a fait dans Nous, par exemple, où elle suit la ligne du RERB et elle essaye de donner un tableau de ce qu'est la France, selon elle, selon son regard, etc. Et je pense que c'est ce que cristallise un peu Steve Shenche, qui, en plus, comme Samir l'a souligné avant, est, après le film, devenu un véritable acteur qui fait partie du paysage du cinéma français maintenant. Mais on va devoir arrêter, mais on peut poursuivre la conversation dehors. Mais juste une petite... On n'a pas parlé de ça, et c'est bien. Il y a plein de choses à dire, mais il y a aussi, et tu parlais de Nous et des nombreux trajets en RER, mais déjà s'installe dans ce film quelque chose de très important, c'est que ce monsieur, Steve, il se déplace, il va d'un point A à un point B, et ça c'est très important parce qu'elle le montre très souvent, et les déplacements avec... On m'a même fait un plan simple où il y a une espèce de très belle symphonie, comme ça on peut dire entre parenthèses, entre les différents trains. Ça c'est quelque chose déjà... on a l'impression qu'elle expérimente certaines choses qu'elle sait qui seront utilisées plus tard. Il y a de cela qui est très beau. Oui. Bah, c'est pour ça que je crois que justement c'est un film charnière, c'est qu'il y a déjà tout ce qu'elle va faire ensuite dans ce film, dont Nous par exemple. Et oui, comme tu dis, le plan où on voit les différents RER, enfin les différents trains, etc. Mais qu'il y a aussi cette idée de montrer le cheminement de Shinji et de le montrer matériellement par le fait que il fasse des allers-retours, et c'est aussi des allers-retours symboliques, psychiques entre lui et lui-même, où il se pose des questions, etc. Et que justement, ces trajets valent autant matériellement comme symbole du fait qu'il est excentré, en marge des choses, mais aussi pour symboliser son propre parcours mental, qui est un aller-retour constant entre ce qu'il est et l'image qu'il aimerait donner de lui-même. Et il y a aussi un truc qu'on peut noter, qui, je ne pense pas qu'il soit volontaire, mais qui fonctionne bien dans le film, c'est que, par exemple, au début du film, on le voit dans le métro, et il se regarde dans le reflet, et il n'y a pas de reflet, en fait. C'est-à-dire, le film, de sorte que la lumière fasse qu'on ne voit pas son reflet sur la vitre du RER, alors qu'à la fin, on ne voit que son reflet, justement, sur la vitre du RER. Merci énormément, Kefren, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu bizarres, mais surtout d'avoir discuté avec le public. C'était passionnant. La mort de Danton, qui est disponible sur certaines plateformes, hein, vous pouvez, de manière légale, bien évidemment. Et donc, maintenant, c'est l'heure de déjeuner, la pause, mais on se retrouve à 13h. Soyez là parce qu'on essaye d'être à l'heure, parce que comme il y a encore 3 autres films, à 13h, on projette La prisonnière du désert. Je pense que c'était juste inconcevable qu'il n'y ait pas ce film pendant ce festival. Et à l'issue de la projection, il y aura un dialogue avec Jean-Baptiste Toré, qui sera là. Donc merci beaucoup Kefren. Merci à toi Samir. Voilà, et c'était un plaisir. Merci à vous. Bon repas, continuez de réfléchir, bonne clope, je ne sais pas. On se retrouve à 13h. Merci. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.